comment va-t-on résoudre des problèmes en barre dans une classe? Je vais me permettre de vous donner quelques petits conseils pratiques et concrets. Déjà, le problème d'un énoncé mathématique, c'est que souvent il y a des nombres, on essaye de les mémoriser spontanément quand on nous les lit, et puis en même temps, il y a une situation qu'il faut se représenter. Donc, mon conseil, lisez l'énoncé sans les nombres. Je vais vous donner quelques exemples plus tard. Vous pouvez même accentuer les informations qui sont connues et les informations qui sont inconnues en lisant les signes de ponctuation à voix haute. Léo a 3 bonbons, point. Léa a 4 bonbons, point. Combien Léa a-t-elle de bonbons de plus que Léo? Point d'interrogation. C'est peut-être un peu exagéré, mais certains professeurs le font avec beaucoup de succès. Cochez les informations de l'énoncé au fur et à mesure qu'on légende le schéma. Vous allez voir que quand on fait un schéma, on y ajoute des légendes, on y ajoute des chiffres. Ça peut aider de cocher les informations au fur et à mesure pour être sûr d'en oublier aucune. Posez des questions supplémentaires à partir du schéma. Et ça, vous verrez, c'est très amusant. C'est qu'une fois qu'on a modélisé la situation mathématique, tout d'un coup, c'est nous qui devenons le professeur, c'est nous qui devenons l'énoncé. On peut répondre à des questions qu'on n'avait même pas imaginées. Proposez donc aux élèves de poser leurs propres questions pour devenir acteurs de leur apprentissage. Ritualisez aussi. Un problème par jour et nous retiendrons toujours. Vous voyez, c'est un petit slogan sympathique. Si vous ritualisez, eh ben, vous allez installer les enfants dans une sécurité, dans une confiance, dans une appétence qui les accompagnera toute leur scolarité. Et vous allez voir, j'espère que après cette conférence, vous pourrez lire le livret de formation de modélisation que Nisrine Schreibi a mis à disposition, qui a été fait par Yvan Goutebarge, un directeur d'école et conseiller pédagogique en France. Grâce à ce livret de formation, vous allez pouvoir, et grâce à ma conférence, j'espère, avoir envie d'inventer vos propres problèmes. Vous allez voir que c'est pas du tout compliqué et le bénéfice pour vos élèves sera très important. Parce que c'est très différent de lire un problème dans un manuel que de dire, eh bien, d'utiliser les prénoms des enfants de la classe, d'utiliser une situation qui s'est passée dans la classe, d'utiliser le nombre de fenêtres qu'il y a dans votre salle de classe, d'utiliser le nombre de carreaux qu'il y a dans les fenêtres de votre salle de classe, etc. Vous voyez, vous pouvez, vous allez voir que cette faculté de visualiser et de modéliser va vous faciliter la vie et va vous inciter à vous-même créer vos propres problèmes. Vous pouvez aussi travailler à rebours. Hein. Vous pouvez inventer un énoncé à partir d'un schéma. Vous montrez un schéma en barre, on va avoir quelques exemples tout à l'heure, et à partir de ce schéma en barre, eh bien, vous pourrez demander aux élèves d'inventer un énoncé. Quelques conseils encore plus pratiques, on va dire, parce que, en fait, la question que se posent beaucoup d'entre vous, surtout ceux d'entre vous qui peut-être utilisent la méthode de Singapour depuis quelques années, c'est oui, mais la première séance à laquelle où je dois demander à mes élèves de dessiner des modèles en barre, comment est-ce que je fais? Il fait les modèles en barre, mais il ne sait pas encore très bien dessiner. Donc, il faut bien avoir conscience que tout ça repose sur des pratiques d'enseignants qui ont, ça fait maintenant plus de 30 ans que des enseignants utilisent la méthode de résolution de problèmes avec les modèles en barre, et ils ont tous inventé leurs petits trucs et astuces. Vous allez inventer les vôtres, mais voici déjà, moi je vous livre celles qui ont fait leurs preuves et celles qui sont utilisées avec succès parmi les professeurs à travers le monde entier, et en particulier évidemment à Singapour. Par exemple, utiliser du papier quadrillé ou à carreaux. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, parce qu'il va falloir dessiner des rectangles. Et donc, avoir les repères du carreau, c'est très utile. Quand vous allez dessiner des barres, il faut aligner les barres. Et donc, vous voyez cette petite ligne qui sert d'origine, vous pouvez peut-être demander à vos élèves de la dessiner en premier, au début. Parce que, évidemment, les barres, on va comparer leur longueur. Donc, il faut qu'elles partent du même endroit. C'est un petit détail, mais c'est très important. Également,
j'en profite pour dire que vous allez adopter certaines façons de légender les schémas. Par exemple, là, j'ai mis à gauche, dans la marge, la légende qui correspond à chaque schéma. J'ai mis à l'intérieur de la barre le chiffre qui correspond. J'ai aussi utilisé une accolade qui permet ici de désigner le tout. Vous pouvez le faire différemment. Vous pouvez utiliser des accolades pour indiquer le nombre représenté par chaque part, etc. Vous pouvez avoir plusieurs façons de procéder. Mais ce qui est important, c'est la cohérence. Une fois que vous adoptez quelque chose, tenez-y. Sur les accolades, pareil. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pas si simple que ça à dessiner par un élève, une accolade. Donc, vous pouvez par exemple demander aux élèves de dessiner un triangle à la place, voire un trait droit. Et puis, au fur et à mesure qu'ils progressent, les encourager à utiliser une accolade. Respecter la proportionnalité. Vous allez voir que les barres, alors c'est toute une méthodologie, mais comme on représente des grandeurs et que l'objet des problèmes, c'est justement d'analyser ces grandeurs, il est important de faire comprendre aux enfants que la longueur de la barre correspond à la taille. Qu'une barre de 150 est plus grande qu'une barre de 75 ou de 100. Même si, évidemment, il ne s'agit pas d'être exact, mais au moins d'être proportionnel. Ajouter des couleurs pour que ça soit un peu gai, pour que ça soit un peu ludique. Et ça, c'est un conseil que je trouve particulièrement important. C'est prévoyez un cahier de problèmes. Alors, premièrement, dans la méthode de Singapour, ce sont des fichiers sur lesquels on écrit. C'est très bien, c'est très efficace, c'est très direct. On va directement à l'essentiel. Et c'est très important que ces supports existent. Je pense néanmoins qu'il est tout aussi important que les élèves aient une trace écrite. Une trace écrite, ça ne veut pas forcément dire écrire leurs cours dans leur cahier. Pour moi, la trace écrite, c'est aussi avoir la trace de leur propre raisonnement. Il ne s'agit pas de faire un cahier de brouillon quand on fait un cahier de problème. D'ailleurs, évitez, selon moi, d'utiliser le mot cahier de brouillon parce que ça déprécie leur travail. C'est un cahier de problème, un cahier de travail. Alors, cahier de problème aussi, finalement, j'y réfléchis, je me dis, c'est pas forcément une très bonne idée parce qu'on se dit, c'est un cahier avec plein de problèmes à l'intérieur. C'est pas forcément très judicieux. Mais un cahier de travail, un cahier de modèles, un cahier de mathématiques, tout simplement. Et là, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est que si vous prenez un cahier petit format, sur la page de gauche, c'est le modèle. Sur la page de droite, c'est le calcul et le résultat. Pour avoir cette systématicité qui est tellement encourageante et tellement réconfortante pour les enfants. J'ai maintenant quelques points d'attention à vous donner. Vous allez voir que dans les énoncés des problèmes que je vais vous proposer, les calculs en général sont très simples. Il faut éviter les calculs compliqués. C'est deux exercices différents. C'est très important que les enfants sachent faire des calculs compliqués, bien sûr. Des opérations posées, des soustractions avec retenue, des divisions euclidiennes. Mais c'est un apprentissage à part. Quand vous résolvez un problème, ne mélangez pas les objectifs didactiques. Il y a un objectif didactique dans la résolution de problème, c'est apprendre à raisonner. Dans le même ordre d'idées, utilisez les modèles en barre comme un soutien, comme un outil, mais pas comme quelque chose qui vient alourdir la procédure. Ne soyez pas exigeant avec la propreté, par exemple, des schémas en barre dans les cahiers de vos élèves. Ne soyez pas exigeant avec les fautes d'orthographe qu'ils feraient dans la légende. Ou alors faites-en l'objet d'une seconde séance. Mais quand on résout des problèmes, on résout des problèmes. Et c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. On doit modéliser une situation mathématique. Vous pouvez aussi, par exemple, proposer aux élèves qui n'en ont pas besoin de ne pas utiliser le modèle, après tout, s'ils peuvent s'en passer. Le but final, c'est quand même que les élèves aient le modèle en barre dans leur tête. Donc, comme il y a des élèves qui comprendront plus vite que d'autres, si un élève n'a pas besoin du modèle en barre pour résoudre un problème additif ou soustractif simple, il n'y a aucune raison de l'obliger. Proposez aussi aux élèves, par contre, de dessiner le modèle après avoir résolu le problème. Comme ça,
La question arithmétique est résolue, on a vérifié que le calcul était résolu, il n'y a plus de problème d'ordre arithmétique, mais par contre, le fait de représenter la situation mathématique est un objectif didactique en soi. J'ai donc terminé cette seconde partie sur les conseils de mise en œuvre des modèles en barre, leur intérêt, le pourquoi et le comment.